voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation, mais aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées qui se tiendra demain, quelle école pour les enfants handicapés? Bonjour Awad Ramé. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans le studio. Vous êtes de passage à Paris. Vous avez fondé en 2003 au Burkina Faso l'association Fitima, présente aussi maintenant en Guinée-Conakry, avec des équipes de kinés, d'éducateurs qui se relaient pour prodiguer des soins, mais aussi éduquer ces enfants handicapés pour les faire progresser avec ou sans école, selon les situations, parce qu'il est difficile, vous allez nous l'expliquer, de convaincre les maîtres. En France, depuis plus de 10 ans, la loi oblige l'école à accueillir les enfants présentant une déficience. Entre 2004 et 2014, le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés dans des écoles ordinaires a quasiment doublé, mais il est vrai qu'on partait d'assez bas. Nous serons en ligne avec Serge Ebersold, qui est co-auteur d'un rapport sur l'école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Avec nous dans le studio, une maman. Bonjour Estelle Ast. Bonjour. Votre petit garçon Alan a 11 ans, il est autiste, Oui. il est scolarisé dans une école ordinaire, Oui. dans une classe adaptée, c'est bien cela? C'est bien ça. Il tout à progresse. fait. Il progresse, tout à fait. Et vous, parallèlement, vous menez un véritable parcours du combattant pour Oui. qu'il apprenne de la façon la plus épanouissante possible. C'est ça. Vous nous parlerez de ce combat. Vous êtes par ailleurs lauréate du concours Lépine pour avoir créé, et d'autres prix d'ailleurs, pour avoir créé une application qui aide à l'autonomie des enfants atteints de troubles cognitifs. Alors la scolarisation de ces enfants peut-elle devenir l'affaire de tous, des enseignants, des directeurs d'école et de tous les parents d'élèves surtout? On attend bien sûr vos réactions si vous vous sentez concerné par le sujet au 33 1 84 22 71 71 également. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques messages qui sont parvenus sur le fil Facebook. Babacar est à Dakar. Il nous dit chez nous, on manque cruellement de structures scolaires adaptées pour les enfants handicapés. Pour les enfants handicapés mentaux, malheureusement, c'est pratiquement game over. J'ai été dans la même classe qu'un enfant trisomique au collège et maintenant, avec le recul, je me rends compte que je n'étais absolument pas conscient de la situation de mon camarade. Je pense que ça aurait été mieux pour lui s'il avait été dans une structure qui sache prendre soin de lui. D'un autre côté, nous dit Babacar, je pense que ça lui a permis de ne pas se sentir différent des autres et c'est peut-être un côté positif. Saliou Sira, lui, est à Conakry. À mon avis, il est très difficile, nous dit Saliou Sira, pour un enfant handicapé de s'épanouir au sein d'une structure où personne ne lui ressemble, où il est différent de tous. Il y aura forcément des regards et des comportements inhabituels envers lui. Appelez-nous, on a envie de discuter avec vous de vive voix, de ces idées que vous avez, idées reçues ou pas d'ailleurs. On va donner la parole à nos invités. Je vous redonne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Awad Ramé, qu'est-ce que vous pensez des commentaires que je viens de lire? Il reflète en fait une dure réalité. Effectivement, en Afrique, il manque cruellement de structures. Et il y a aussi un autre phénomène, ce sont les pesanteurs socioculturelles qui font que souvent le handicap est vécu comme une fatalité. Et du coup, les parents se disent, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a pas de structure. Les pouvoirs publics aussi ne s'intéressent pas vraiment à cette problématique. Et les enfants sont soit laissés à la maison, en disant, il n'y a pas de structure, soit effectivement les parents qui se battent beaucoup arrivent à les intégrer, entre guillemets, dans des écoles ordinaires qui ne sont pas outillées. Et donc, le résultat est le même. Mais par rapport à ce que nous disait Saliou Sira ou Babacar, qui finalement semblait dire, mais il vaudrait mieux qu'ils soient dans des structures spécialisées qui prennent soin de ces enfants. L'école ordinaire n'est pas souhaitable pour ces enfants, pour le bien de ces enfants. C'est ça qu'ils disent. Oui, mais là, il faut bien comprendre que il y a des enfants, de toute façon, qui ne pourront pas intégrer l'école ordinaire. Parce qu'ils ne seront pas... L'école n'est pas outillée et que le handicap est trop lourd. Et pour ces enfants-là, il vaut mieux, il me semble, qu'ils soient pris en charge dans des structures spécialisées. Ceci étant, nous accueillons quelquefois dans des centres des enfants ayant un handicap. Et au fil du temps, ils remontent la pente, on essaie de développer leur potentiel et à ce moment-là, on fait des bilans. Et quand on voit que l'enfant
a des compétences qui lui permettent d'intégrer une école ordinaire, l'idéal à ce moment-là, vraiment, ce serait de l'intégrer dans une école ordinaire tout en faisant un accompagnement pour les enseignants de ces écoles ordinaires qui eux-mêmes ne sont pas formés. Estelle Haast, pour vous, est-ce que l'école ordinaire est forcément meilleure pour les enfants porteurs de handicap ? Alors, j'ai envie de dire tout de suite oui. Après, il faut prendre le problème dès le départ. C'est-à-dire que un enfant qui n'est pas pris en charge de façon précoce, son état va pas aller en s'améliorant forcément. C'est-à-dire avec donc des personnels spécialisés qui le stimulent en permanence ? Tout à fait. Bon, après, ça dépend du handicap, mais si par exemple on parle de l'autisme, parce que je suis concernée directement, sans prise en charge éducative précoce, c'est un enfant qui va régresser, c'est un enfant qui va avoir énormément de troubles du comportement. Donc effectivement, la scolarisation va être très compliquée. Par contre, un enfant qui est bien pris en charge a toute sa place à l'école. Il va en être tout à fait capable. Et ça va être hyper important au niveau de la sociabilisation, au niveau de... Même s'il est différent par rapport à tous ses camarades, comme le disait Saliou Sira à Conakry, mais c'est pas bon pour l'enfant parce qu'il n'est pas comme les autres et c'est dur pour lui. Je suis pas du tout d'accord. En fait, moi, je me suis rendu compte que c'était hyper bénéfique pour tout le monde. Donc, non seulement pour mon fils, par exemple, pour les enfants autistes en général, mais pour tous les autres. C'est-à-dire que les autres enfants apprennent ce que c'est la différence, apprennent la tolérance. Je veux dire, dans la vie d'adulte, on est forcément amené à croiser. Et les enfants qui reçoivent éventuellement des moqueries, est-ce que votre fils, malgré cela, malgré cette différence, malgré les difficultés forcément qu'il a dû vivre, dans la cour de récréation notamment, il a envie de rester dans cette école-là ? Il a envie d'aller à l'école, oui. Il est demandeur et s'il n'allait pas à l'école, il serait hyper malheureux. Après, Alan, mon fils, a la chance d'être bien accompagné. C'est-à-dire qu'il a une auxiliaire de vie scolaire individuelle. C'est pas le cas de tous les enfants. Il y a plein de scolarisations qui sont vouées à l'échec parce qu'il n'y a pas l'accompagnement adéquat. Alors justement, je vous propose d'écouter le témoignage d'une maman qui souhaite rester anonyme. Sa petite fille de 8 ans est porteuse de trisomie 21, un handicap cognitif et une déficience intellectuelle. C'est le récit simple et terrible d'une mère qui se bat au quotidien avec l'institution scolaire et son association Toupie. Ouais. Je râlais. Allez. Je râlais. On est quel jour aujourd'hui, Sarah? Jeudi. Non. Hier, c'était lundi. Aujourd'hui, c'est Mardi. Là, tu prends l'étiquette, tu la mets sur la porte. Mardi. Et aujourd'hui, on est le 29. 9, c'est ça? Ouais, ça c'est 9, tu le mets. Après, tu joues avec tes Playmobil. Viens, chérie. Non, pas toi. Où? Je râlais. Vas-y, viens. Alors aujourd'hui, Sarah, elle va à l'école dans une classe adaptée qui s'appelle CLIS, classe d'inclusion scolaire, avec une institutrice spécialisée. Mais dans une école normale. Hein. Dans une école tout à fait classique, ordinaire, normale, une école publique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'école n'accepte de la prendre que 1h30 par jour, alors qu'elle devrait être scolarisée toute la journée comme tous les autres enfants. Comment il le justifie? Comment il justifie? C'est que Sarah n'est pas élève. Alors quand je lui demande qu'est-ce que ça veut dire pour vous pas élève, elle ne fait pas comme les autres. Oui, elle peut pas faire comme les autres puisqu'elle n'est pas comme les autres. C'est la seule trisomique dans votre classe, déjà pour commencer. Mais malgré tout, la maîtresse s'en plaint. Voilà, l'institutrice s'en plaint, elle n'y arrive pas. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne lui propose pas le travail à faire de manière adaptée à sa compréhension. On lui donne tout à faire en même temps et c'est pas possible pour elle. Mais tant elle apprend peut-être à s'asseoir, à se poser, tout ça, c'est des règles de vie de la classe. Mais sinon, non, je vois pas ce qu'elle apprend. Alors qu'à la maison, je la fais travailler personnellement et je me rends compte qu'elle sait faire beaucoup plus de choses. On a souhaité qu'elle puisse travailler avec la psychologue ABA, avec les autres spécialistes qui encadrent mon enfant, donc psychomote, ergothérapeute, il n'y a aucun contact qui se fait. Alors je mets ça en place pour accompagner l'institutrice, pas pour dire tu sais pas faire, loin de là, ma pensée, c'est pour l'accompagner et pour pas qu'elle soit en échec vis-à-vis de mon enfant, justement. Comment vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, en fait? Chaque coup, je récupère ma fille à 10h20 sur le trottoir. Ça n'a pas été, elle a fait n'importe quoi, elle n'a pas travaillé, elle a craché, elle a fait ci, elle a fait ça. La maîtresse. Voilà. Jusqu'à me dire, de toute façon, elle dépend de l'IME, donc l'Institut médicalisé éducatif, que je refuse complètement pour mon enfant. Car nos enfants, il s'avère que nos enfants sont tout à fait capables d'aller en milieu ordinaire avec un accompagnement spécifique et adapté. C'est-à-dire qu'en fait, la maîtresse voudrait que Sarah aille dans un IME, donc un institut spécialisé. Elle l'a évoqué, qu'elle n'avait pas sa place à l'école, oui. Il y a 30 ans, les enfants porteurs de trisomie 21 allaient tous en milieu ordinaire. Il n'y avait pas d'éducatrice spécialisée, il n'y avait pas d'accompagnant. Ils étaient tous à l'école ordinaire. Aujourd'hui, 30 ans après, on veut tous les mettre en IME. Donc si ce sont des instituts spécialisés, pourquoi est-ce que vous refusez que votre fille aille dans un IME?
Parce qu'aujourd'hui, les EME, ça pousse plus les gosses vers le bas que vers le haut. Il y a toutes sortes de handicaps, polyhandicap, handicap neurologique, enfants trisomiques, il y a des autistes aussi, enfin toutes sortes de handicaps. Elle régresserait. J'ai mise dans un centre de loisirs adapté, avec semi-partagé, enfants ordinaires, enfants handicapés. Je peux vous dire qu'elle s'est mise à copier l'enfant en situation de handicap, et pas dans le bon sens. Jusqu'à baisser sa culotte, chose qu'elle n'a jamais fait, par exemple, je veux dire. Par contre, dans un milieu ordinaire, elle va plus copier l'enfant qui progresse, qui évolue, qui fait des choses bien. Je vois dans la cour, elle joue avec tout le monde, tous les enfants, elle réclame tout le monde. Depuis septembre, elle a intégré un groupe de danse ordinaire, de petits danseurs de son âge 8-10 ans. Sarah a 8 ans. Elle est intégrée, Sarah. Et la prof elle-même m'a dit, c'est pas plus tard que samedi, c'est une fois par semaine, 1 heure. Elle me dit, mais les progrès qu'elle a fait depuis quelques séances, là, Sarah, depuis qu'elle est rentrée en septembre, c'est juste dingue. Ils sont capables, avec du temps, de la patience, ils sont capables. Et aujourd'hui, elle arrive à me dire, maman, je veux encore travailler. C'est juste un miracle. Qu'on ne me dise pas que nos enfants ne sont pas capables, Et elle pourra avoir une vie autonome jusqu'à quel point, vous pensez? C'est mon objectif, qu'elle ait une vie autonome, qu'elle puisse prendre ses transports, qu'elle puisse travailler en milieu ordinaire, même si c'est du mi-temps, parce que collectivement, c'est compliqué de travailler toute la journée. Et puis, qu'elle ait son petit appartement dans un EHPAD, un petit appartement où elle puisse être autonome. Et je vise ça pour mon enfant et je ne lâcherai pas. On sort pas, Sarah? Pourquoi tu sors les chaussures? On va pas sortir, là, Maman, tu as le petit crêpe. Ça commence à peser parce que ça devient usant, S'occuper de mon enfant, c'est extraordinaire, c'est super. Quel parent n'aimerait pas s'occuper de son enfant à temps plein, le faire évoluer? D'ailleurs, il y a plein de parents qui ont choisi de faire l'instruction à la maison, par choix, ça c'est vraiment par choix. Mais là, c'est même pas de l'instruction à la maison, c'est je scolarise ma fille à la maison parce que l'école me l'apprend pas à temps plein, c'est différent. Moi, j'ai fait le choix, j'ai opté pour l'école, moi pas pour l'école à la maison, Donc vous, ça fait 1 an et demi que vous avez arrêté de travailler? Ça fait 1 an et demi, oui, tout à fait, oui. J'avais un bon revenu, je vivais très bien, on manquait de rien. Aujourd'hui, je me retrouve à Pôle emploi avec 57% de mon salaire. Et puis, dans quelques mois, si ma situation scolaire de mon enfant ne change pas et que moi je ne retrouve pas une activité professionnelle, ce sera le RSA, Revenu solidarité active. Moins de 800 € par mois, oui. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais dans cette situation. Déjà, jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais un enfant handicapé. Elle est là, je m'en occupe, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse et pour qu'elle avance dans sa vie. Et puis un jour me retrouver au RSA, non, jamais j'aurais pensé parce que j'ai toujours bossé, À quel moment vous avez su que Sarah était atteinte d'un handicap? 3 jours après la naissance. Maman, C'était une surprise, c'était le chromosome surprise. Mais c'est triste, c'est bouleversant, on se pose plein de questions, on n'est pas accompagné par le corps médical qui vous dit vous avez 3 jours pour l'abandonner, en tout cas c'était notre cas. Ouais, ok, d'accord, je l'ai porté 9 mois et je vais l'abandonner en 3 jours. Donc vous êtes triste, vous pleurez, puis une fois que c'est passé, vous dites je remonte les manches, je vais accompagner mon enfant. Estelle Haas, vous, maman d'un petit garçon autiste, vous aussi, vous avez été il y a 2 ans, plus de 2 ans, dans une situation quasi désespérée par rapport à l'institution scolaire. Comment vous réagissez par rapport à ce que vous entendez? Je suis, ça me bouleverse, ça me scandalise, beaucoup de sentiments mélangés. Moi, je suis tout à fait en phase avec cette maman, elle a tout compris. Donc, il bénéficie d'1h30 de scolarisation dans une école pour son enfant, et donc qui est comptabilisé dans les chiffres comme enfant scolarisé dans une école ordinaire, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on a des chiffres aujourd'hui assez mirobolants, puisqu'on nous dit que la quasi-totalité des enfants handicapés de 3 à 5 ans sont à l'école, même si c'est 1 heure par jour, et à 12 ans, 80% aussi sont scolarisés. Ces chiffres sont complètement faux. Effectivement, un enfant qui va à l'école 1 heure par jour est comptabilisé comme un enfant scolarisé qui va à l'école. Donc c'est vraiment, on se moque vraiment du monde. Et arrivé au collège, ils sont quasiment tous déscolarisés, clairement. Donc dans quelle situation vous avez été, vous, de désespoir il y a 2 ans, quand on vous a annoncé, quand vous supprimez l'auxiliaire de vie scolaire pour votre fils? Alors là, ça a été vraiment ce qu'on appelle la goutte d'eau. C'est-à-dire que moi, à cette époque, ça faisait 8 ans que je me bagarrais absolument pour tout, à tous les niveaux. Déjà pour avoir le diagnostic pour mon fils, ensuite pour sa prise en charge. J'avais moi-même monté une structure pour enfants autistes sur Toulouse. Tout est un combat au quotidien. Donc non seulement je faisais tout pour aider mon fils, mais en plus j'étais très active dans une association pour aider toutes les familles de ma région. Et quand l'AVS de mon fils m'a annoncé que son contrat... L'auxiliaire de vie scolaire. Voilà, l'auxiliaire de vie scolaire m'a annoncé que son contrat se terminait début mai à l'époque, donc 2 mois avant la fin de l'année scolaire.
Ouais, ça a été Ça veut la dire qu'ils ne goutte pouvaient d'eau. plus à l'école. Il faut comprendre pouvaient que plus aller à le mot l'école. AVS pour les familles qui ont un enfant porteur de handicap, c'est vraiment le C'est mot. le pilier. C'est le pilier, c'est- l'auxiliaire de vie scolaire. c'est ça. Sans cette personne, rien n'est possible. La scolarisation n'est pas possible. Voilà, pour la majeure Or, partie. les familles, l'État manque d'auxiliaires de vie scolaire, déploie dans un nombre insuffisant des auxiliaires de vie scolaire pour la scolarisation de ses enfants. Parce qu'elles ne veulent pas mettre les moyens, parce que les AVS sont là, et le problème, c'est qu'on leur propose des contrats complètement précaires, aucune reconnaissance de leur métier, donc forcément, ce qu'ils proposent, ça donne pas envie. Mais il y a plein de gens qui ne demanderaient que ça, de travailler auprès de ces enfants. Alors évidemment, les législations, les moyens déployés, les technologies, tout cela évidemment diffère énormément selon les pays. Le regard de la société, une forme d'impuissance aussi ou d'indifférence, ça par contre, ça peut se retrouver dans pas mal de pays. Awad Ramé, dites-nous, vous, au Burkina Faso, dans quelles circonstances vous avez créé la fondation Fitima? Mais c'est toujours une longue histoire qui amène à créer ce type de structure. Je travaillais à l'AFM en France, ici. Je suis biochimiste et j'ai eu 2 enfants atteints de myopathie. Et en 2003, j'ai décidé de retourner en Afrique et de créer donc Fitima, c'est pour ça que ça s'appelle Fondation internationale Thierno et Mariam. Retourner en Afrique avec 2 enfants myopathes, autant Non, dire que... non, ils étaient déjà décédés. Ils étaient décédés. Voilà. D'accord, à ce moment-là. Et donc j'ai décidé d'y retourner et de me consacrer aux enfants qui souffrent de maladies neuromusculaires. C'était vraiment ça au départ. Et donc j'ai créé Fitima, du nom de mes enfants, Thierno et Mariam. Et mais dès que j'ai ouvert le premier centre au Burkina, à Ouagadougou, il y a eu un appel d'air. Donc plein de familles sont venues avec des enfants atteints de différentes pathologies. Alors aussi bien des enfants qui souffrent d'infirmités motrices d'origine cérébrale que d'enfants souffrant d'autisme, de trisomie 21 et pour d'autres sans handicap, sans diagnostic connu. Et donc, ça s'est ouvert, ça s'est élargi, le panel s'est élargi et il a fallu s'adapter. Donc, débordé par les besoins, en fait. Exactement. Et simplement, quand les parents viennent vous voir et disent, voilà, j'ai un enfant qui est atteint de telle pathologie ou je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai appris que vous avez ouvert un centre, je vous l'amène, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous ne pouvez pas dire, non, on ne sait pas, on n'a pas de solution. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre structure, donc vous vous adaptez. Alors, dans votre structure, dans vos structures, puisqu'il y a maintenant plusieurs centres, notamment en Guinée-Conakry, il y a toute une partie soins avec des kinés, des orthophonistes, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues. On avait diffusé il y a plusieurs années un reportage sur le terrain, d'ailleurs, sur ce que font tous ces spécialistes au quotidien pour le bien-être de ces enfants. Mais nous, on va surtout parler de l'inclusion scolaire sur un continent où la scolarisation de tous les enfants bien portants n'est pas encore réalisée à 100%, notamment pour les petites filles, par exemple, bien portantes. Les enfants porteurs de handicap sont-ils encore complètement relégués loin des préoccupations de la société? Ben oui, hélas oui. Simplement parce que les familles qui ont 2, 3, 4 enfants à scolariser, sachant que ça coûte cher, même si on dit que l'éducation est gratuite, c'est pas vrai du tout, ça coûte cher. Donc les familles préfèrent mettre le paquet sur les enfants valides, sachant que les moyens sont limités. Donc, ce qui fait que les enfants qui, eux, sont en situation de handicap sont absolument relégués au second plan. C'est pour ça que nous commençons d'abord déjà à convaincre les familles leur disant que leur enfant peut progresser, qu'il a du potentiel, que par contre, il faut toute une équipe. Vous avez cité les paramédicaux qui sont absolument nécessaires, indispensables. Pour la stimulation de l'enfant. Pour une prise en charge globale et efficace. Donc, déjà, il faut convaincre les familles. Et une fois que l'enfant est dans le centre, après, il faut aussi apprendre, entre guillemets, aux familles à s'en occuper à la maison. À prendre le relais. Vous restez Voilà. avec nous à Awad Ramé pour la Fondation Fitima, Estelle Ast également. 2 femmes qui se battent au quotidien pour que des enfants porteurs de handicap puissent progresser, enrichir aussi la société à laquelle ils appartiennent. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On prend vos appels après le flash. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui se déroule demain. Quelle école pour les enfants handicapés? On en discute avec vous à Ouadramé. Vous avez fondé en 2003 Fitima au Burkina Faso, maintenant également en Guinée-Conakry. Estelle Ast, votre fils Alan de 11 ans, est scolarisé dans une école ordinaire, dans une classe néanmoins adaptée. Vous êtes là pour témoigner, mais aussi en tant que militante. Il y a beaucoup de mamans qui deviennent militantes lorsqu'elles ont un enfant porteur de handicap. On en parlera. Vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisines et les voisins, 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Serge Ebersold. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur du rapport sur l'école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Par ailleurs, vous êtes professeur au CNAM, spécialiste de l'accessibilité et du handicap. Vous travaillez pour l'Agence européenne pour l'éducation adaptée. Que révèle le rapport concernant ces élèves en situation de handicap pour leur intégration dans un système scolaire et leur réussite scolaire? Le nombre d'enfants reconnus handicapés, scolarisés en milieu ordinaire, a singulièrement augmenté au cours de ces 10 dernières années. C'est-à-dire que la loi de 2005 a effectivement eu un impact assez marquant en demandant aux établissements scolaires d'inscrire tout enfant, même s'il présente une déficience ou un trouble. C'est-à-dire que la scolarisation en milieu ordinaire est largement conditionnée par la manière dont les inspections d'académie, la manière dont les établissements scolaires vont se saisir des textes et les faire vivre. C'est-à-dire comment faire en sorte que la question de l'accessibilité et de l'ouverture à la diversité soit l'affaire de tout un chacun. Au sein de l'établissement, c'est-à-dire que l'accessibilité est quelque chose qui ne se décrète pas. L'accessibilité est quelque chose qui se construit collectivement et qui suppose d'être mise en sens par les politiques d'établissement, par les différents acteurs concernés par le processus éducatif. Sous-entendu, la balle est dans le camp des enseignants et des directeurs d'école? Bien sûr, les acteurs de l'école, mais aussi les acteurs du secteur médico-social, à qui l'on demande bien souvent de contribuer activement au processus de scolarisation à travers les soutiens qu'ils proposent, mais aussi à travers les informations qu'ils donnent aux enseignants sur la particularité de l'élève, et ainsi que la manière dont les acteurs du médico-social vont permettre de faciliter le lien entre parents et enseignants, par exemple. Et s'il y avait un message à destination des familles à retenir de ce rapport, ce qu'elles doivent retenir d'un tel rapport? Faire en sorte que la scolarisation soit couplée au droit. Droit à l'école pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Pour tous les enfants. Et ce qui revient à dire que ce qui se joue derrière la scolarisation de l'enfant, c'est la possibilité de voir un droit légalement reconnu concrétisé. Et que ce ne soit pas seulement sur le papier, et qu'on ne résume pas ce droit à l'accès à l'école, mais que l'on se préoccupe aussi de la réussite scolaire et du bien-être de l'enfant. Merci Serge Ebersold. Votre rapport a été réalisé par le Conseil national d'évaluation scolaire. Je le disais en première partie d'émission, sur le papier, la quasi-totalité des enfants handicapés de 3 à 5 ans vont à l'école ordinaire en France. À 12 ans, ils sont encore 80%. À 15 ans, ils sont 60%. Et évidemment, ils ne sont plus que 6% à effectuer des études après le baccalauréat. On laisse la parole à une auditrice qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, vous êtes maman d'un petit Malone. C'est une fille ou un garçon? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Il va avoir 5 ans bientôt. C'est ça. Il est alors de quoi est-il porteur comme handicap? Donc mon fils est épileptique et autiste. Oui. Et aujourd'hui, comment est-il accueilli? Dans quelle institution scolaire? Donc après une grande bataille, il est accepté très peu de temps dans une école maternelle publique. Là, aujourd'hui, il ne va pas à l'école. Hier, il n'y a pas été non plus. Parce que la maîtresse est absente, donc on ne l'accepte pas. Le remplaçant n'accepte pas. Et il va à l'école actuellement 5 heures par semaine.
malgré une notification de 9 heures. Et l'année dernière, il a été que 1 heure par semaine, malgré une notification de 3 heures. Donc c'est une grosse bataille. Qui rédige la notification de 9 heures par semaine de scolarisation pour votre fils? C'est la MDPH. Hmm. Malgré le fait que j'ai demandé 12. Oui, redites-nous exactement ce que signifient les sigles, parce que, hélas, quand on a un enfant porteur Oui, de handicap, comprends bien. on vit dans le monde des sigles, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc en fait, pour qu'un enfant handicapé puisse aller à l'école, on ne respecte pas juste le choix des parents. Il faut avoir une notification pour avoir un accompagnement par une assistante à l'école, une assistante de vie scolaire, une AVS. Donc c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui, après un grand délai d'attente, accorde ou non une notification pour que l'Éducation nationale puisse nous offrir la chance d'avoir une assistante. Notification qui n'est pas respectée, donc votre enfant ne bénéficie que de 5 heures de scolarisation par semaine au lieu de 9. Si ça ne tenait qu'à vous, bien évidemment, vous souhaiteriez que votre enfant aille à l'école toute la journée comme les autres enfants. Bah oui, étant donné que dans tous les cas, ce sera bénéfique pour lui, aussi bien pour lui que pour les autres enfants. Mais que vous dit l'institution scolaire? Alors, clairement, ils me disent qu'il faut que je mette mon fils dans un IME, un institut médico-spécialisé. Mais pourquoi? Donc, Parce qu'il il perturbe la classe? Pourquoi? Qu'est-ce qui est invoqué? Parce qu'il est différent des autres. Parce que c'est pas un enfant agressif, mais il est différent des autres. Il va pas réagir de la même façon. Il va faire des câlins, des bisous à d'autres enfants. Enfin voilà, c'est. Donc du coup, ça gêne. Et ça gêne, sous-entendu, l'enseignant ne sait pas quoi faire, ne sait pas gérer la situation, c'est cela? Bah, je pense qu'il y a un problème aussi sur le fait que les enseignants sont complètement débordés. Il n'y a pas assez de personnel dans les écoles. Il y a trop d'enfants, ils sont complètement débordés et voilà, les enfants différents, tout de suite, ça pose problème. Merci. Il faudrait que nos enfants aient des éducatrices spécialisées à l'école. Oui, bien sûr. Merci de votre témoignage, Lucie. J'aimerais bien avoir votre réaction, Estelle Haas et à Ouadramé, parce que là, il y a quoi? Il y a un problème de manque de moyens, il y a un problème de regard, il y a un problème de crispation institutionnelle. Il y a un problème à tous les niveaux. Il y a un problème de moyens, effectivement, parce que si ce petit Malone avait une AVSI, une auxiliaire de vie scolaire individuelle, il n'y a plus ce problème d'instituteur ou institutrice débordée, puisqu'il aurait quelqu'un spécialement pour lui, donc il pourrait tout à fait le gérer. Donc on a clairement un manque de moyens, on a un manque de volonté, un manque de motivation. Regardez ce remplaçant qui ne veut pas, de quel droit il refuse cet enfant. Non, parce que voilà, il a pas envie. Il a décidé du haut de sa personne que non, cet enfant ne rentrerait pas dans sa classe. C'est juste inadmissible. Déjà, il a absolument pas le droit. Mais voilà, c'est malheureusement une situation qu'on rencontre très fréquemment. C'est juste ce manque de motivation qui changerait tout. Si seulement les instituteurs avaient juste la motivation, l'envie d'accueillir cet enfant, rien que ça changerait. Vous n'en rencontrez jamais des enseignants motivés qui ont l'envie? Heureusement si, mais malheureusement, c'est pas du tout la majorité. Si vous voulez, vous avez deux sortes d'enseignants, d'instituteurs. Vous avez ceux qui ont peur, mais par méconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément l'envie de rejeter l'enfant, c'est simplement la peur qui les guide et qui déclenche ces réactions un petit peu violentes, entre guillemets. Et vous avez les autres instituts qui, clairement, n'en veulent pas et l'assument et le disent et sont limite insultants avec les familles. Voilà. Vous êtes senti, vous, dans le parcours scolaire de votre enfant, insulté parfois dans l'image que l'on renvoyait de votre enfant? Oui, au tout début, la première année où j'ai voulu le scolariser, quand il a eu 4 ans, j'ai été dans l'école publique à côté de chez moi, tout simplement. Donc Alan a été en observation de matinée, comme ça se passe en général. À l'école maternelle? À l'école maternelle, donc en observation avec la psychologue scolaire. Et lorsqu'on s'est tous réunis, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le droit de décider s'il était scolarisable ou pas,
La psychologue scolaire s'est carrément moquée de mon fils en l'imitant devant tout le monde par rapport à ce qu'elle avait vu là sur ces 2 matinées. C'est difficile à croire quand même quand on exerce ce métier-là, non? Eh ben, c'est difficile à croire, mais c'est malheureusement la réalité et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ouais. Ah ouais, Dramé. Oui. Mais j'abonde dans son sens. En fait, vous avez des enseignants qui refusent simplement parce qu'il y a la méconnaissance. Ils ont peur. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de cet enfant différent. Ils se disent qu'ils ne sont pas formés pour, ils ne sont pas outillés pour. Et à côté de ça, vous avez des enseignants qui ont envie de tenter l'aventure, qui se disent, ben, ma foi, je vais pouvoir aider cet enfant-là, et qui se disent, l'arrivée d'un enfant différent dans une classe va apporter à tout le monde, non seulement aux autres enfants valides, mais aussi au corps enseignant et au-delà, aux familles. Que vous disent-ils que cela apporte aux autres enfants, au corps enseignant, Alors, à l'atmosphère de la classe En même. fait, ils se rendent compte très vite que pour les enfants, le problème ne se pose pas. Entre enfants, il ne se pose pas le problème de la différence. C'est-à-dire que quand il y a moquerie, c'est une imitation du monde adulte. Voilà, ce sont les adultes qui ont un problème ou des problèmes par rapport à ça. Donc, quand les enseignants voient que pour les enfants, c'est tout naturel, par exemple, quand un enfant qui est en fauteuil arrive dans une classe, vous avez tous les enfants qui sont autour, qui posent des questions, qui sont même un peu jaloux, qui demandent à monter sur le fauteuil, à se promener avec. Et donc, les adultes, finalement, se disent, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Pour les troubles psychomoteurs, par exemple. Alors, quand l'enfant est agressif, là, on peut comprendre que dans une classe là, on parle en France, c'est les classes, c'est 25, 30 enfants. Mais quand vous êtes en Afrique, que vous avez une classe de 40, 50, 60 enfants, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, tenter l'aventure dans une classe de 40, 50 enfants pour un enseignant en Afrique, ça veut dire quoi? Alors là, c'est très compliqué. On ne peut pas lui demander aussi l'impossible. Alors nous, ce que nous faisons au niveau de Fitima, c'est que nous prenons attache avec des écoles privées. Nous faisons donc de la sensibilisation déjà à ce niveau-là, parce que dans les écoles privées, les effectifs sont moindres. Donc, on fait de la sensibilisation et une fois qu'ils disent « Ok, on va tenter l'expérience », nous faisons tout un accompagnement pour d'abord voir sur la base du volontariat quels sont les enseignants qui accepteraient un enfant en situation de handicap et nous faisons tout un accompagnement, nous formons entre guillemets ces enseignants-là, nous les rassurons. C'est ça, mais ça ne veut pas dire, l'accompagnement chez vous, ça ne veut pas dire que vous avez les moyens de mettre une auxiliaire de vie ça n'existe même pas derrière chaque enfant. Non, ça donc n'existe ça pas. veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous parvenez à faire faire aux enseignants pour qu'ils puissent accueillir ces enfants dignement et les faire progresser comme les autres? Alors, ce sont les enseignants que nous formons entre guillemets. Si nous on leur prenait disons, un ou deux exemples. Là. Mais par exemple, si c'est un enfant qui est en fauteuil roulant, à la limite, c'est le plus simple. Oui, il faut justement, des rampes prenons les exemples plus compliqués, parce que là, il suffit de faire venir un menuisier à la limite, mais sinon... Non, on a réussi, par exemple, à faire changer, dans une école privée, on a réussi à faire changer une classe, carrément, qui était à l'étage. Ils ont ramené la classe descendre tout le monde au rez-de-chaussée. Voilà, ouais. Vous voyez qu'il y a quand même de bonne volonté. Oui. Ça, nous avons pu le faire. Mais quand c'est un Par enfant exemple, qui a un autistes. handicap intellectuel, c'est beaucoup plus compliqué. Nous essayons de fournir aux enseignants du matériel didactique. Et quelquefois, c'est des choses toutes simples, comme des puzzles, comme du matériel à colorier, des choses comme ça, des choses dont manquent les enseignants. Donc, nous fournissons ça à ces enseignants en leur disant, ben voilà ce que vous pouvez faire. Les enseignants aujourd'hui, Estelle Haas, ont encore trop souvent le sentiment qu'il s'agit d'une formation longue, technologique, complexe, pour pouvoir faire progresser un enfant, par exemple, autiste. Oui, et c'est pas du tout forcément le cas. En fait, on observe très souvent qu'à partir du moment où l'école accepte de faire rentrer les professionnels qui entourent cet enfant, il suffit d'apporter quelques outils. Des fois, ça peut tenir à peu de choses. On utilise beaucoup la communication par image avec les enfants autistes, parce que beaucoup ne parlent pas ou peu. Et des fois, il suffit simplement de mettre en place ces repères visuels sur ce qui va se dérouler dans la matinée,
son planning, les différentes tâches qu'on va lui demander. Et tout de suite, finalement, ça rassure l'enfant. Et ça rassure l'enseignant aussi. Et ça rassure l'enseignant, voilà. Donc, en fait, on peut, à partir du moment où il y a une collaboration, où l'enseignant ne se sent pas agressé parce qu'on va lui montrer, on va lui donner quelques petits outils, et ben finalement, ça débloque énormément de situations et ça apaise beaucoup de choses et finalement, ça se passe. On se rend compte que quelquefois, ça donne en fait à l'enseignant aussi la possibilité d'innover. Tout à fait. Ça le réinterroge dans ses pratiques éducatives. Exactement, et il se dit, mais je ne savais pas qu'avec un puzzle, on pouvait aider un enfant, on pouvait stimuler. Et le fait de travailler avec une équipe éducative comme celle que nous avons au niveau de Fitima, il y a une orthophoniste, il y a une ergothérapeute, donc qui aide aussi l'enseignant. Et ça le rassure, et ça rassure tout le monde. Et après, l'enseignant est en demande. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle école pour les enfants porteurs de handicap aujourd'hui ? Si je pouvais connaître le temps qu'il me reste, je profiterais 10 fois plus de celui qui passe. J'arrêterais sans arrêt de retourner ma veste et continuellement de chercher ma place. Je me perdrais plus dans l'aigreur, la jalousie, l'envie, à gâcher mes journées pour me complaire dans l'ennui, à remettre au lendemain ce que je pourrais glanter le jour même en revendiquant la loose avec mon canapé comme emblème. Encore raté, le vent va tourner, j'ai tellement entendu que je pourrais m'envoler. A des capacités, mais peut mieux faire, sera gravé dans le marbre au fond d'un cimetière et résumera ma vie sur cette simple épitaphe, synonyme de gâcher comme un contrat de merde qu'on paraphe. Mais à quoi bon prêcher un convaincu? C'est juste un blues de plus d'un convaincu. La roue tourne. C'est Mondogift, la roue tourne chez 7 milliards de voisins. Nous donnons la parole à des femmes qui se battent pour la scolarisation d'enfants porteurs de handicap aujourd'hui. C'est votre cas, Estelas. Vous êtes maman d'un petit garçon trisomique. À Ouadramé, vous avez autiste, tout à fait autiste. Et d'ailleurs, j'ai appris au contact de nombreuses familles qui viennent dans cette émission qu'on ne dit pas d'enfants trisomiques parce que c'est pas ce qu'ils sont, ça ne les définit pas. Ils sont porteurs d'une trisomie 21 et ça aussi, c'est bien de prendre l'habitude de changer un peu ces mots et ces phrases. Aussi je sais que d'enfants souffrant de handicap. Tout à fait. Ils ne souffrent pas, non. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez créé une application pour les enfants atteints de troubles cognitifs. Vous avez été lauréate de nombreux prix, notamment du concours Lépine. Alors c'est une montre. Alors là, on est désolé, on est dans la technologie, mais c'est une montre connectée, c'est ça ? C'est ça. Qui donne des consignes parce que votre enfant et beaucoup d'autres enfants souffrent en fait au quotidien. Il faut préciser que votre enfant sait lire, écrire, compter parfaitement. Oui, tout à fait. Mais que par contre, quand il prend sa douche, il ne va pas forcément penser à prendre du savon, c'est voilà, ça, à se rincer. C'est ça. Et donc, il y a une montre qui lui rappelle tout ce qu'il doit faire. Exactement, voilà. Avec des images. Il y a des images. En fait, c'est une application qui est complètement personnalisable. On peut envoyer que des consignes sous forme de texte ou sous forme d'image. Et du coup, cette application va le guider sur sa montre au quotidien, sur des actes qu'il ne va pas être capable de faire forcément spontanément de lui-même. Ça peut l'aider à l'école aussi, du coup, bien soulager sûr. l'enseignante, soulager les parents qui répètent beaucoup. Voilà, qui n'arrêtons pas de... Oui, on n'arrête pas de répéter, c'est effectivement. Ce qui est plus épuisant, non ? C'est ce qu'il y a de plus épuisant, voilà. Donc le but, c'était vraiment déjà de donner un maximum d'autonomie à toutes ces personnes, mais aussi de décharger les aidants familiaux qui sont souvent épuisés. Voilà, donc c'est vraiment... On donne la parole à une maman avant de terminer cette émission. Stéphanie est en liaison au téléphone avec nous. Elle nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes en région parisienne ? Non, je suis sur l'île. D'accord. Nous vous écoutons. Moi, je suis assez effarée par tout ce que j'entends depuis tout à l'heure parce que moi, j'ai ma petite fille Jeanne qui a 4 ans qui est en situation de handicap et je n'ai eu aucun souci pour la scolariser. De quel handicap est-elle porteuse, votre petite fille ? Alors, Jeanne est une petite fille qui est née avec un seul poumon et des malformations assez lourdes sur sa trachée. Oui. Et elle souffre parallèlement de problèmes digestifs. Elle a une maladie rare des intestins appelée la POIC, pseudo-obstruction intestinale chronique,
ce qui fait que Jeanne est nourrie via un cathéter central. Oui. Par les veines donc, Oui. et elle est aussi appareillée d'une poche d'iléostomie sur l'abdomen pour récupérer ses selles, donc Oui. ce qui peut être un peu problématique puisque les appareillages font peur. Oui. Cela dit, le chef d'établissement a toujours été dans notre sens en disant que peu importe la situation dans laquelle Jeanne se trouverait, il l'accepterait à l'école. Oui. C'est une que école ce publique soit- ou privée? C'est une école privée. Ah oui. Donc il m'avait dit dès le départ que si c'était 1 heure par jour pour commencer, ça serait 1 heure. L'année dernière, donc elle avait 3 ans, il l'a prise, on l'a mis le matin uniquement. Bon, elle n'a pas fait longtemps parce qu'elle a été hospitalisée 9 mois derrière, donc elle a fait que 8 matinées. Cela dit, ça ne l'a pas découragée puisque cette année, il a accepté de la réinscrire à l'école et tout se passe extrêmement bien. Donc il y a eu un Voilà. PAI qui a été mis en place. Donc un PAI, c'est un projet d'accueil individualisé où effectivement, il y avait des intervenants de l'hôpital, les Donc kinés de tout le monde Jeanne, joue le etc. jeu et tout le monde est rentré dans l'aventure finalement, hein, c'est ça, Tout le monde collectivement. joue le jeu. Alors, la maîtresse, c'est vrai qu'au début de l'année, avait quelques appréhensions, ce qui est compréhensible, puisque Jeanne est une enfant qui peut faire peur en termes d'appareillage et en termes de... Parce que si elle se décompense au niveau respiratoire, ça peut aller vite, etc. Cela dit, le fait d'avoir fait cette réunion collégiale avec tous les intervenants qui gravitent un peu autour de Jeanne, l'a complètement rassurée, elle me l'a dit, et maintenant ça fait 3 mois que Jeanne est scolarisée, ça se passe extrêmement bien. Ils sont très compréhensifs, s'il y a le moindre doute, ils m'appellent, je viens, je vérifie, je rassure. Ouais. Mais c'est vraiment... Mais votre enfant est scolarisé dans une école privée, ce qui change aussi un peu les choses. Merci en tout cas pour ce témoignage, Stéphanie, positif, parce que heureusement, hein, il y a beaucoup de familles qui parviennent à scolariser leur enfant dans des conditions relativement bonnes, malgré le handicap dont ils sont porteurs. Awa Dramé, on arrive au terme de cette émission. La Fondation Fitima est présente au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Vous sillonnez le monde pour obtenir des financements partout. C'est un combat quotidien depuis 2003. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin, puisque vous témoignez dans cette émission des résultats que vous parvenez à avoir? Combien d'enfants maintenant sont passés par Fitima? Depuis 13 ans, ça commence à faire un bon paquet, et tant mieux. Et nous avons de très bons résultats pour certains enfants qu'on a accueillis en classe spécialisée. Et qu'on a pu intégrer dans le système ordinaire. Et il y a 2 mois, j'étais à Ouagadougou et je suis allée voir un de nos anciens pensionnaires qui est maintenant qui est fonctionnaire, qui travaille au ministère de l'Éducation. C'est vraiment magnifique. Donc, il y a de belles histoires comme ça. Mais à côté de ces belles histoires, il y a tellement de situations difficiles. Et malheureusement, les pouvoirs publics, nous, dans nos pays, là, les pouvoirs publics ne nous aident pas du tout. Donc, il faut savoir... Alors, s'il y avait un message à faire passer en une phrase. Ben oui, c'est déjà que les pouvoirs publics nous aident financièrement à pouvoir recruter des éducateurs, des thérapeutes pour que la structure puisse fonctionner. Voilà. Estelle Haste, pour vous, en France, vous qui rejoignez la longue corde des parents militants, et beaucoup de mamans d'ailleurs militantes. Oui, beaucoup, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que moi je dirais qu'un mot pour résumer, on est particulièrement mauvais, voilà. On est un des pires pays, voilà, en matière de prise en charge, de scolarisation dans le milieu du handicap. Donc j'ai juste pas envie sur le plan de la législation, sur le plan de la réalité, vous voulez dire, parce que sur oui la législation, on a rattrapé les autres pays. Oh, alors vraiment sur le papier, hein, voilà, que sur le papier. Donc moi j'ai juste envie de leur dire, mais prenez exemple sur des pays comme la Suède, le Danemark, la Finlande. Voilà, eux ont absolument tout réussi. Ce sont de véritables exemples. Donc j'ai envie de leur dire, voilà, arrêtez, changez votre fusil d'épaule et prenez exemple sur eux parce que nous c'est juste c'est juste une catastrophe. Moi sincèrement, je pense que si aujourd'hui j'étais au gouvernement et que je voulais m'arranger pour que les enfants handicapés aillent le moins possible à l'école, je ferai exactement ce qu'ils font depuis plusieurs années, très très clairement. Voilà. Donc
Donc les parents, ils lâcheront pas. De toute façon, on va continuer à mettre la pression tant qu'il faut pour que ça change. Aujourd'hui, on a le sentiment que ceux qui parviennent à obtenir ce qu'ils veulent pour leur enfant, c'est au prix d'un militantisme incroyable, ce qui est votre cas. Vous êtes allé jusqu'à monter en haut d'une grue il y a 2 ans ou 3 ans. 2 ans, oui. Pour réclamer une auxiliaire de vie scolaire pour votre enfant. C'est ça, Et aujourd'hui, il est dans une classe adaptée, dans une école ordinaire. Vous avez eu ce que vous vouliez obtenir. J'ai obtenu, grâce à cette action, au risque de ma vie, clairement. C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est dangereux. J'aurais pu tomber du haut de cette grue. Mais il a fallu malheureusement en arriver là pour pouvoir scolariser mon enfant. C'est délirant, mais c'est tous les jours. C'est un combat tous les jours. C'est ça, c'est épuisant. Et pour nous, c'est pour obtenir des subventions, c'est la croix et la bannière. Et sans subvention, on ne peut pas travailler. Alors que nous faisons ce que les pouvoirs publics devraient faire. Sont censés faire. Voilà. Et les subventions aujourd'hui viennent de qui ? Alors, c'est l'occasion de remercier les bailleurs. Déjà l'AFM, l'Association française contre les myopathies, qui nous soutient depuis le début. Nous avons l'UNICEF qui nous soutient et nous avons des personnes de bonne volonté, des donateurs qui nous soutiennent. Alors, on va bien sûr on va redonner le site internet très rapidement, Awa. Alors, c'est www.fitima.org. Voilà. Et tout est noté bien sûr sur la page des 7 milliards de voisins. Merci à vous Estelle Haast. Merci pour les témoignages également. Il y a toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Lundi, 7 milliards de voisins, Charlie Dupiot présentera l'émission. Gros plan sur la désertion des centres-villes, des magasins en faillite, des rues désertes, la mort des centres-villes au profit des banlieues autour des villes. S'agit-il d'une maladie de pays riches ? Quelles conséquences sur le vivre ensemble également ? Et quant à moi, je vous retrouverai du Cambodge où on parlera de la situation des enseignants. Je serai à Siem Reap et nous enverrons l'émission dans quelques jours. À très vite les voisins et les voisines.